Madame, Monsieur, bonjour. Delphine Labaille a été élue maire de Périgueux le 3 juillet dernier. À cette occasion, elle est devenue la première femme maire de cette ville. Comment a-t-elle décroché cette victoire? Quel est le bilan de ses 7 premiers mois de mandat? Quels sont ses projets pour Périgueux? Y a-t-il une rupture avec la gestion de l'équipe précédente? Delphine Labaille, c'est aujourd'hui l'invitée de Dimanche en politique. Delphine Labaille, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Alors, je viens de le dire, vous êtes la première femme maire de Périgueux. C'est un symbole important pour vous, cela? Oui, c'est un symbole important. Ça veut dire qu'on entre dans une nouvelle ère. D'ailleurs, c'était aussi un enjeu de campagne de dire qu'aucune femme ne pourrait être maire de Périgueux, parce qu'elles n'auraient pas la capacité à gagner une élection. Donc, je suis la preuve concrète que c'est possible pour moi et puis pour toutes celles qui viendront après moi. Ça veut dire que vous êtes féministe? On peut dire que vous êtes féministe? Oui, je crois qu'on peut le dire. Vous assumez de pouvoir le dire? Je l'assume complètement. Je peux même dire que je le suis devenue. Et c'est notamment à travers mon engagement politique que je suis devenue féministe. Parce que finalement, auparavant, je me menais ma petite vie tranquille, d'étudiante. Puis dans la vie professionnelle, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Mais j'avoue que le monde politique m'a invitée à y réfléchir. Alors derrière ce mot féministe, qu'est-ce que vous mettez derrière cela? Qu'est-ce que je mets? Je suis une ardente militante, du droit des femmes, et de l'égalité femmes-hommes. Et l'égalité femmes-hommes, voilà, c'est vraiment essentiel pour moi. Et d'ailleurs, c'est un axe très fort de l'action que je conduis en politique depuis plusieurs années. Et au quotidien, depuis que vous êtes devenue maire de Périgueux, ça prend quelle forme ce travail pour justement que ce monde soit un peu moins macho peut-être et plus féministe? Alors, au quotidien, je ne sais pas réellement. Je vous dirais, je n'ai pas regardé si on gérait la mairie différemment de lorsque c'était un homme. En revanche, c'est des axes d'action qui sont posés, des rendez-vous qui sont organisés, et notamment une politique éducative très ambitieuse en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons. Alors, on vient de le dire, vous avez été élu maire de Périgueux en juin dernier. Vous êtes devenu maire le 3 juillet précisément. Ça a été une campagne difficile. Il y avait 8 listes au premier tour. Pourquoi ce climat à Périgueux lors de cette campagne? Plusieurs éléments. D'abord, une droite qui est partie divisée, puisque plusieurs anciens adjoints d'Antoine Audy se sont présentés contre lui avec des listes séparées, donc un contexte de dissolution sur la droite. Et sur la gauche, des envies de victoire, puisque... Je n'étais pas beaucoup mieux sur la gauche. Oui, alors... Vous étiez divisé également. Pas divisées, mais des envies d'y aller, notamment nourries par de beaux résultats aux élections européennes, qui rendaient la victoire possible pour un grand nombre de courants politiques. Et donc c'est pour ça que malheureusement, nous sommes partis divisés. Vous avez été première adjointe donc de la ville de Périgueux lorsque Michel Moirand était maire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à vous entendre cette fois-ci? Bonne question. Pourquoi? Je pense que quand on a eu un long parcours politique, il est parfois difficile d'arrêter, de se couper de cette énergie, de cette envie de faire. Et je crois que Michel Moirand a voulu renouer avec ce mandat fabuleux qui est celui d'être maire. Et que c'est la raison pour laquelle il a voulu retenter sa chance. Et donc, lors du second tour, il ne vous a pas soutenu. Ça Non. vous a déçu? Ça vous a blessé, cela? Ça m'a déçu. Blessé, non. Mais ça m'a déçu, oui. Ça m'a déçu parce que nous avions gagné non seulement ensemble, lui et moi, mais dans une large gauche réunie. Il a fallu que je déploie énormément d'énergie pour réussir à rassembler cette gauche pour le second tour. Vous êtes entré en politique, sauf erreur de ma part, en 2002. Alors, pourquoi avoir choisi de faire de la politique, tout d'abord, et pourquoi le Parti socialiste? Alors d'abord, j'ai choisi, je suis entrée en politique en 2002, c'est pas une année neutre, c'est l'année où Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle, donc c'est un déclic en fait. C'est en tant que citoyenne, on se dit, maintenant il y a une étape à passer, alors que j'étais militante associative par ailleurs, et donc voilà, je passe le pas de l'engagement militant sur le plan politique. Pourquoi le Parti socialiste? Parce que je suis d'abord entrée en politique sur des questions d'égalité, de solidarité. La question écologique n'est venue qu'après, après de longues années d'exercice de mandat politique. Donc c'est pour ça que je suis allée d'abord sur le Parti socialiste. Vous avez été première adjointe. Cette émission est aussi l'occasion de vous découvrir. Les habitants de Périgueux vous connaissent, peut-être pas tous les habitants d'Aquitaine. Vous avez d'abord été première adjointe, puis vous êtes
vous êtes retrouvé dans l'opposition lorsqu'Antoine Audy est devenu maire, et aujourd'hui vous êtes maire. Tout cela, ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que vous appréhendez cette notion de pouvoir, puisqu'aujourd'hui vous avez les commandes? Alors moi, ce que je pourrais dire, c'est que les deux expériences ont été très formatrices. En tant que première adjointe, vous fonctionnez, vous êtes en appui du maire, donc vous voyez un maire évoluer, ses méthodes de travail, et puis vous avez toujours une administration qui est là, qui vous accompagne pour prendre les décisions. Quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes seul. Et à Périgueux, nous étions 8, mais 8, c'est pas beaucoup face à 25. Et donc là, il faut réinventer des manières de faire, il faut se saisir complètement des dossiers sur le fond, et puis à un moment donné, quand vous êtes porte-parole de l'opposition, il faut arriver à trouver cette place. Et moi, c'est ce qui m'a particulièrement séduit parce que j'aime le débat et j'aime le combat politique. Oui, vous êtes une combattante. Je suis une combattante, oui, en effet. Donc j'aime ce combat, donc je m'y suis trouvée très à l'aise. Et puis finalement, il a fallu que je trouve ma place. Au début, dans un rapport de force assez frontal, il faut le dire. Aussi parce que lorsqu'une femme est comme ça, dans ce type de responsabilité, il faut qu'elle arrive à s'imposer. Et petit à petit, j'ai trouvé un autre rythme. Et c'est donc très naturellement, en fait, que lorsque je suis devenue maire, j'étais à l'aise dans l'exercice de la responsabilité. Vous avez battu en juin dernier le maire en place, c'est-à-dire Antoine Audy qui était maire Les Républicains. Est-ce que vous avez vécu cela comme une revanche? Pas du tout. Je ne l'ai pas du tout vécu comme une revanche. Non, c'est plutôt quelque chose que je mûris depuis longtemps, qui s'est construit dans le temps à travers ces deux expériences précédentes. J'avais pris ma décision de me présenter à la désignation pour être candidate pour les municipales. Ça faisait plusieurs années. Donc c'était quelque chose qui était construit, qui était mûri, et plus pour une proposition, une autre manière de faire que pour une revanche. En fait, moi, je n'ai pas perdu l'élection municipale en 2014. Je n'étais pas tête de liste. Donc, je ne suis vraiment pas dans cette démarche-là. C'est Michel Moiran qui a perdu, c'est ce que vous voulez dire? Michel Moiran et son équipe, mais c'est d'abord la tête de liste, celui qui conduit la liste, et puis le maire sortant qui perd. Selon vous, quelles ont été les erreurs du maire sortant? Qu'est-ce qui fait qu'Antoine Audy, justement, n'a pas pu s'imposer lors de ce scrutin? Il a commis des erreurs, ce maire? Oui, pour moi, il y a deux éléments majeurs. Un maire absent. C'est-à-dire que pour être maire dans une commune de 30 000 habitants, préfecture de département, il faut quand même être présent et il faut être en phase avec ses habitantes et ses habitants. Il faut être dans cette relation simple. Et ça, c'est les deux éléments. Absent parce qu'il avait une autre activité professionnelle, c'est ce que vous voulez dire? Parce qu'il avait fait le choix de vivre sur un autre territoire, en fait. Parce qu'on peut avoir une activité professionnelle et être maire. D'autres l'ont fait avant nous. Mais ils étaient présents sur le territoire. Donc quand vous êtes là seulement 2 jours par semaine, vous ne percevez pas la ville de la même manière. Et puis, Antoine Audy n'était pas un habitant de Périgueux. Donc, il n'avait pas cette histoire avec la ville, cette connaissance très fine de la ville. Du coup, ça a été une difficulté pour lui. Le deuxième élément, c'est la méthode. C'est vraiment la méthode, c'est peut-être cette manière de faire, de décider, de gérer, d'être très ferme, très fort sur des positions, alors que finalement, on a peu la maîtrise des dossiers et on n'a pas ce contact direct avec les habitantes et les habitants. Je crois que c'est vraiment les deux éléments qui ont fait que son mandat n'a pas été réussi. Votre métier, vous dépendez du ministère de la Jeunesse et des Sports, vous êtes inspectrice Jeunesse et Sport. Vous avez décidé de mettre votre métier un peu en retrait. Vous êtes maire à plein temps, c'est bien ça? C'est ça. J'ai pris une disponibilité depuis le mois d'octobre, donc je me consacre entièrement à ce mandat électif. On parlait d'Antoine Audy et donc du mandat précédent. Quels sont les projets que portait l'ancienne municipalité que vous allez abandonner? Il y en a un essentiellement, mais qui en fait était abandonné. Déjà, puisque c'était un projet partenarial avec le département, le région et l'agglo, c'est la manufacture gourmande. Donc ce projet, c'était un projet de création d'un bâtiment nouveau sur la place Mauvard de la ville de Périgueux, c'est-à-dire vraiment au contrebas de la cathédrale. Donc c'était un projet d'équipement avant d'être un projet territorial. Donc on avait de la forme, mais pas de fond. Donc quand j'ai proposé à l'ensemble de nos partenaires de l'abandonner, j'ai recueilli un assentiment collectif. Donc c'est le principal projet que j'abandonne. Alors on va parler de l'actualité de la semaine dans cette émission, bien évidemment. Les inondations ont frappé notre région cette semaine, l'Aquitaine, plus particulièrement le Lot-et-Garonne, un peu moins la Dordogne, pas beaucoup Périgueux a priori? Alors assez peu Périgueux, c'est une chance pour nous, mais vraiment je partage la difficulté et la détresse des élus qui ont été concernés par ces inondations parce que d'abord ça nous tombe dessus, c'est le cas de le dire, hein. C'est une trompe d'eau.
c'est dans des délais qui sont très courts et on ne sait jamais le périmètre de l'inondation. Donc est-ce qu'elle va être comme nous à Périgueux, plutôt sur des voies sur berge, malgré quelques maisons inondées et donc du relogement de quelques familles, à des centaines de familles à reloger, et ça c'est extrêmement complexe. Vous avez parlé des élus, les habitants évidemment qui souffrent de cette situation. C'est là où on voit que les élus locaux sont en première ligne. Le rôle d'un maire, là il prend tout son sens, quelle que soit l'importance de la ville ou du village, il faut aider ses concitoyens. C'est notre première mission, c'est d'être là au secours des habitantes et des habitants, de jour comme de nuit, du lundi au dimanche. C'est pour ça qu'il faut être à temps complet sur le territoire. Ça, c'est essentiel. Et puis, c'est aussi, je crois, ce qui nourrit notre engagement, le pourquoi on le fait. C'est ce lien direct avec les habitantes et les habitants. Alors, il y a les bons moments, parfois, et puis il y a les moments plus durs, où il faut être présent, il faut être soutenant, il faut être à l'écoute. Et des fois aussi dans des choses très pratico-pratiques. Il faut organiser un centre de réhébergement dans un gymnase en 2 heures. Voilà, ça, c'est vraiment notre quotidien. L'actualité, c'est évidemment aussi la crise sanitaire. Ça fait plusieurs mois que cela dure. Vous avez été élu dans ce contexte-là. Vous avez pris les commandes de la ville en pleine crise du coronavirus. Cette semaine, la Dordogne a enregistré les chiffres les plus élevés sur le département de la Dordogne. Donc, ce n'est pas sans conséquence sur l'hôpital de Périgueux. Regardez ce reportage signé Margot Dubiel. C'est le pic le plus élevé jamais atteint en Dordogne depuis le début de l'épidémie. Avec un taux d'incidence de 275 cas pour 100 000 habitants, le département est le plus touché en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de décès à cause du Covid semble aussi en augmentation dans le département. 10 personnes sont mortes à l'hôpital dans les dernières 48 heures. Mais plus de contamination, c'est aussi plus d'hospitalisation. L'hôpital de Périgueux arrive bientôt à saturation, ce qui inquiète Bernard Castan. Pour l'instant, la situation est critique, on va dire. On a un service de 15 lits, on a 17 patients, donc on pousse les murs, avec un turnover relativement important de 4-5 sorties par jour, 4-5 entrées par jour. Donc pour l'instant, on reste stable, mais on voit bien que ça continue d'augmenter, et on est en train d'envisager une ouverture d'une unité beaucoup plus importante de l'ordre de 30 lits. En effet, pour parer à cette situation qui devrait se dégrader dans les semaines à venir, l'hôpital prévoit déjà de déprogrammer certaines opérations pour ouvrir des lits. On vient de voir ce reportage qui nous éclaire sur la situation à l'hôpital de Périgueux. Quelle est la situation aujourd'hui dans votre ville ? On est dans une situation particulièrement critique, puisque nous avions été très préservés lors des premiers pics épidémiques du mois de mars et du mois de septembre. Donc on a des effectifs à l'hôpital de Périgueux qui sont fatigués. On a des familles qui sont inquiètes et on a des patients qui sont dans des situations très critiques. Le docteur Castan l'évoque dans ce reportage. Donc moi, en tant que présidente du conseil de surveillance, je suis là aux côtés de l'équipe de direction de l'hôpital, aux côtés des équipes médicales sur le terrain. Et puis, autant que faire se peut, on apporte des moyens techniques lorsque c'est nécessaire et on essaie de déployer toute notre énergie en soutien, notamment sur les phases de vaccination. Puisqu'il y a à la fois la prise en charge médicale des patients, mais surtout, moi, mon objectif, c'est qu'on en ait le moins possible qui intègre l'hôpital. Et donc, il faut agir de manière très résolue pour que ces vaccinations puissent s'organiser. Avant de revenir sur la vaccination, comment expliquez-vous ces mauvais chiffres sur le département, ces chiffres qui ont grimpé en flèche en très peu de temps ? Alors, c'est en partie parce qu'effectivement, nous avons une population qui est âgée, et qui est donc notamment dans les EHPAD, et que vous avez vu dans les actualités locales que nous avons des clusters qui se sont constitués dans plusieurs EHPAD sur l'ensemble du territoire départemental, y compris sur l'EHPAD de l'hôpital de Périgueux. Et donc là, vous avez des espaces confinés avec des publics fragilisés. Donc c'est une inquiétude. Nous avons aussi en cœur de ville à Périgueux le commissariat qui a été frappé par un cluster, qui a du mal d'ailleurs à sortir de cette contamination-là. Comment on se l'explique ? Je ne peux pas vous dire. On a été très préservés, on est très rigoureux sur les gestes barrières, on a le port obligatoire du masque en centre-ville, on le rappelle collectivement, les services de l'État, les différents élus, la nécessité d'être rigoureux, mais à un moment donné ça vous touche et voilà, c'est dramatique. Jean Castex, le Premier ministre, s'est exprimé jeudi soir. Qu'avez-vous pensé de ces annonces ? Est-ce qu'elles sont cohérentes, selon vous, suffisantes ? Fallait-il aller plus loin ? Elles sont insuffisantes. Les élus que nous sommes, à l'annonce de ces annonces, peu d'annonces en fait. C'est ça, c'est un peu la stupéfaction. Et on a encore le sentiment d'un gouvernement qui est dépassé.
Nous faisons des propositions, nous, sur le terrain, de mise à disposition de locaux, de mise à disposition de personnel. Le conseil départemental, par exemple, propose de mettre à disposition ses médecins pour opérer la vaccination. Il faut être clair. Aujourd'hui, ce dont nous manquons sur nos territoires, c'est de vaccins. Donc, ma détermination, elle est pleine et entière auprès du préfet de département, auprès de l'ARS. D'ailleurs, j'ai mon cabinet qui travaille actuellement à entrer en contact avec l'ARS pour que nous puissions ouvrir un centre de vaccination municipal aux côtés de celui de l'hôpital, alors probablement avec le nouveau vaccin, pour que nous puissions vacciner au plus vite nos habitants et les protéger au plus vite. C'est ça la contradiction, c'est que vous êtes prêt à aider, mais que vous n'avez pas les vaccins. Vous, les élus de terrain, vous seriez prêts à faire plus? Oui, tous, partout. Et ça, dans toute l'Aquitaine, tous les maires, quelle que soit la taille de la commune, les présidents de département sont mobilisés pour que ces vaccinations s'opèrent au plus vite. La population a du mal à l'entendre, ça? Oui, c'est Ils vous compliqué. interpellent et vous n'avez pas les réponses? C'est très compliqué et je le comprends. D'abord parce que là, il s'agit pour un grand nombre de nos habitants de vie ou de mort. Et quand on est dans ce registre-là, eh bien évidemment, ça génère de l'angoisse, de l'inquiétude pour soi ou pour ses proches. Et donc, il y a cette impatience à entrer et à pouvoir bénéficier de cette vaccination. Et à côté, on a ces stop-and-go permanents du gouvernement qui nous disent « mais finalement, tout va bien ». Mais non, tout va pas bien. Et ça, chacun le constate. Donc, c'est vraiment notre rôle là d'être en soutien, d'être réconfortant, mais là, ça suffit plus. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment engager notre étape et pouvoir être pleinement associés à ces vaccinations. Alors, parmi les mesures annoncées par le président de la République ces dernières semaines, il y a les aides pour les étudiants et notamment le repas à 1 €. Regardez ce reportage tourné cette semaine à Périgueux par Émilie Bersars. Cette porte était close depuis la fin octobre. Après 3 mois de fermeture, les premiers étudiants ont pu accéder de nouveau à leur restaurant universitaire. Donc vous avez les menus à 1 €, donc vous avez les entrées, les desserts, tout est compris dans le menu. Dans les rayonnages, plats chauds pour le midi et plats froids pour le soir. Chaque menu est au tarif d'1 € et les brocolis du jour ne coûtent pas 1 centime de plus. Ah, c'est vrai que les légumes verts, non, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Ouais, on mangeait beaucoup de pâtes, de féculents, riz, étudiants, quand on était confinés à notre appart, c'était compliqué. Donc c'est vrai que retrouver le crous, là, rien que de la bolognaise, ça fait plaisir. Un avantage économique, social également. D'ailleurs, le personnel du restaurant apprécie d'avoir retrouvé les étudiants. Oh oui, ça faisait un peu trop longtemps qu'on ne les avait pas vus là. On est content de voir un petit peu de mouvement et puis de leur faire plaisir aussi. Un service proposé 5 jours sur 7 est prévu pour durer. Jusqu'à nouvel ordre, tout dépendra bien évidemment des annonces gouvernementales pour la suite. Voilà, pour l'instant, on y va, on verra au fur et à mesure. D'ailleurs, en fin de service, les équipes tentaient d'évaluer les demandes pour les jours à venir. Est-ce que vous comptez repasser demain, madame? Oui. Parfait, avec plaisir, on sera là. Histoire d'anticiper sur le nombre de repas à préparer. Alors, comment vont les étudiants à Périgueux? Ont-ils le moral? Alors, ils vont mieux, hein. Vous avez vu cette initiative. Est-ce qu'ils ont le moral? C'est très, très compliqué, notamment pour les premières années. Pour les premières années, ils ont déjà eu une année de bac qui a été perturbée. Ils n'ont pas eu ce rite de passage du bac. Et puis, pour leur première année d'études, on leur propose des formats qui sont complètement atypiques, complètement dématérialisés. Et ils n'ont pas cette bouffée d'air pur qu'apporte la vie étudiante. Donc, ils ont le moral, mais c'est compliqué pour eux. On parle des étudiants, c'est l'occasion de faire un point, un focus sur le campus universitaire de Périgueux. Quels sont vos projets pour ce mini-campus? Alors, l'objectif, c'est de toujours rester mobilisé avec l'agglomération, aux côtés des enseignants et de l'équipe de direction du campus. C'est une chance extraordinaire pour une ville, c'est un poumon d'air frais en fait, d'avoir des étudiants comme ça présents sur le territoire qui viennent étudier. Donc ça, on a déjà ce site qui existe. La volonté de l'équipe qui m'entoure et de moi-même, c'est vraiment qu'on puisse, conforter ce site qui existe et de le compléter par une offre notamment de formation avec l'ouverture d'un master spécialisé autour du design sur notre territoire. Donc ça, c'est un projet sur lequel je suis mobilisée jour et nuit. J'y tiens tout particulièrement, non pas parce que c'est mon projet, mais parce que c'est un projet qui est bon pour notre territoire et parce qu'il va offrir une offre de formation nouvelle aux habitants, aux jeunes de notre territoire. Vous êtes élu depuis le mois de juillet. Périgueux, c'est une ville d'un peu plus de 30 000 habitants. Quelles vont être et quelles sont déjà vos priorités pour la ville de Périgueux? On va dire
deux axes majeurs, l'attractivité commerciale et donc l'attractivité du centre-ville, et le deuxième, une véritable politique ambitieuse pour le logement. On a une chance formidable, on est une petite ville à la campagne. Une ville de 30 000 habitants, c'est une ville que vous traversez à pied, elle fait 990 hectares, elle est petite, elle est ramassée entre 7 collines. Donc vous la traversez en 20 minutes à pied, en 10 minutes à vélo, avec un réseau de bus qui certes doit être complété, mais qui est assez efficace. Donc mes priorités, c'est vraiment l'attractivité à travers l'économie, l'emploi, le commerce, et de l'autre côté, une politique de logement très diversifiée, où on va avoir de la maison atypique, de l'hébergement dans de l'ancien, du bel appartement avec des belles hauteurs sous plafond et des planchers, des maisons avec jardin, des appartements avec terrasse. Voilà. Alors justement, vous êtes en train de vendre une ville formidable, mais comment on fait pour donner de l'attractivité pour que l'on ait envie de venir vivre à Périgueux? C'est une ville moyenne, ce n'est pas péjoratif que de le dire. Comment faire pour attirer éventuellement des habitants de Bordeaux à Périgueux, ou des habitants d'Angoulême ou de Poitiers? Comment améliorer l'attractivité de la ville? Alors, l'attractivité, d'abord, c'est de dire qu'on, dans les villes moyennes, on y vit bien, on y vit même très bien. C'est des villes qui sont dédiées, qui sont vraiment de bonne taille pour élever des enfants. Donc, si vous êtes une famille, venez à Périgueux, vous êtes les bienvenus. Ensuite, la plus-value de Périgueux, c'est la qualité patrimoniale. C'est-à-dire que vous avez la chance de pouvoir vivre dans une ville qui a 2000 ans d'histoire, avec un secteur sauvegardé du Moyen-Âge et aussi un secteur gallo-romain. Et dans cette qualité patrimoniale exceptionnelle, vous avez la possibilité d'acquérir une maison ou un appartement de très belle surface, avec un extérieur, un jardin ou un balcon, pour un prix qui défie toute concurrence. Et le handicap, c'est quoi? C'est notamment les moyens de transport? Alors, c'est pas un handicap, c'est un défi à relever. D'accord. Donc le défi à relever, c'est cette liaison très rapide, à la fois vers Limoges et vers Bordeaux en TER. Parce que moi, je crois beaucoup à ce mode de déplacement-là. En tant que périgourdine, j'ai travaillé pendant 4 ans à Bordeaux. Je faisais le déplacement 3 fois par semaine en train et en tram. Donc, je suis très attachée à ces transports-là. Donc, moi, le défi qu'on a à relever, mon équipe et l'agglomération, c'est de nous mettre à 55 minutes de Bordeaux. Donc là, il y a un travail avec Alain Rousset, en tous les cas avec la région, pour améliorer ces liens qui ne sont pas toujours, qui sont parfois défaillants, il faut le dire. Le président de la région lui a dit lui-même, c'est pas toujours simple le TER. Le TER, en fait, c'est un nouveau défi à relever. On sort d'une ère où on était pour le tout TGV, qui était nécessaire pour pouvoir desservir notre territoire sur des grandes échelles. Et s'il n'y avait pas le TGV, moi, je ne serais pas à 3 heures de Paris. Et j'ai besoin d'être à 3 heures de Paris. Donc, le TGV a été nécessaire. Et aujourd'hui, ce sur quoi il faut agir, ce sont les petites lignes, les lignes TER. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà rencontré Alain Rousset, que je travaille avec d'autres maires d'autres villes moyennes, comme le maire de Libourne, bientôt le maire de Brive. Voilà, on essaie de créer cette dynamique de ville moyenne dans cette grande région pour pouvoir avoir les équipements de demain. Vous venez de parler d'Alain Rousset, président du Conseil régional. Je ne vous apprends rien, il y a des scrutins prévus cette année, normalement, des départementales, des régionales. Maintenant que vous êtes maire de Périgueux, ça vous donne envie de franchir d'autres paliers, d'autres étapes? Vous avez envie d'être candidate en juin prochain, si les élections ont lieu en juin prochain? Alors, pour être honnête, j'ai toujours pensé le mandat de maire avec un autre mandat complémentaire, un mandat départemental ou un mandat régional. Ils ont des dynamiques différentes. Avec le mandat départemental, on va être plus en proximité sur les questions de solidarité. Avec le mandat régional, on va être tourné vers l'économique et vers les mobilités. Donc, effectivement, j'y réfléchis très, très sérieusement. Et donc, à ce stade de votre réflexion, vous penchez plus pour le département ou la région? Les deux me tentent. Donc, vous allez discuter avec vos amis du Parti socialiste Oui, bien sûr. De toute façon, nous, on est un parti très démocratique, donc on aura une réflexion interne, puis on aura des désignations internes, mais je vais me prononcer très très vite maintenant. Ce qu'il nous faut aussi, c'est pour pouvoir construire ce rétro-planning et ce projet territorial qui ait du sens, c'est que l'on ait cette date d'échéance électorale. Parce que moi, si je m'engage sur un autre mandat, c'est d'abord pour servir Périgueux et les Périgourdines et les Périgourdins. Dans votre activité professionnelle, on a parlé du ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous avez des passions sportives, vous avez beaucoup dansé, et vous avez une passion pour la natation synchronisée. Alors ça peut paraître comme ça surprenant, mais pourquoi cette passion ?
Alors, deux choses. D'abord, j'ai une vraie appétence pour tout ce qui est culturel et toute la dimension artistique. Ça, c'est quelque chose qui est très fondateur dans ce que je suis. Et ensuite, au sein de la natation synchronisée, je suis en formation de juge-arbitre. Et vous avez le temps d'exercer également cette mission-là ? C'est compliqué de terminer cette formation-là. Il me reste quelques épreuves à passer. Alors moi, j'aime aller jusqu'au bout des choses. Donc je vais aller jusqu'au bout de cette formation. Mais ce que j'aime dans cette discipline de la natation synchronisée, c'est à la fois de la technique, de la précision, et ça fait rêver. On sent aussi un art, c'est quelque chose d'artistique, en même temps très organisé. C'est un petit peu ce qui vous caractérise à l'organisation ? Oui, complètement. Je suis très organisée. J'aime que les choses soient carrées, organisées. Je fais de la planification annuelle. Je dirais que le mandat qui s'ouvre, il est déjà très clair dans mon esprit. C'est votre manière de gérer le pouvoir, de vivre le pouvoir au quotidien, ça ? Oui, et aussi parce que je trouve que en tant que maire, j'anime une équipe et que, je dois donner le cap, je dois tenir le cap, mais je dois aussi leur proposer des conditions de travail qui soient apaisées et qui soient rassurantes. Et donc, quand on a un cap qui est clair et une organisation qui est claire, c'est beaucoup plus rassurant. Donc, en 10 secondes, être une femme de pouvoir, vous assumez ? Complètement. Merci Delphine Labaille, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique ce jour. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.